Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille les consciences. Connaissez-vous une voie qui regroupe des sagesses ancestrales comme l'astrologie, les chakras, la kabbale et le I-Ching, et contemporaines comme la génétique et la physique quantique? Moi oui, je l'ai découverte il y a une dizaine d'années et elle s'appelle le design humain, Human Design en anglais. Mon invité du jour est un Français, ostéopathe, formé à Maidstone en Angleterre il y a 30 ans, et après avoir vécu longtemps en Nouvelle-Zélande, il exerce aujourd'hui dans le Pays Basque où il s'est formé en parallèle de sa pratique au design humain. Il propose aujourd'hui à distance ou en direct des consultations personnalisées de thèmes en design humain, cette voie qui nous révèle notre plan de conception émotionnelle, psychologique et énergétique. Magique, me direz-vous. Alors nous allons explorer ça avec Cyril Touffet. Bonjour Cyril. Bonjour Anne, merci de me recevoir. Je suis absolument ravie. Nous sommes des amis de très longue date et j'ai découvert grâce à toi cette voie du design humain. Alors comment est né ce système de connaissance de soi et par qui? Dis-nous tout. Déjà, le fondateur s'appelle Robert Alan Krakauer, qui a changé de nom par la suite. Maintenant, il se fait connaître sous le nom de Ra Uru. Donc, c'est un Canadien qui avait une vie assez tranquille. Hein. Il avait des enfants, une femme, musicien dans l'âme et surtout au niveau de sa carrière, il était dans le monde des affaires, surtout dans la publicité. Il a été éditeur de magazines aussi et producteur de médias. Mmh. Il a tout quitté dans les années 80, début des années 80. Il a décidé de tout quitter, ce rythme un petit peu effréné, hein, qui lui convenait plus. Donc il a déménagé en Espagne, sur l'île d'Ibiza. Et là, il a eu une expérience assez incroyable. Alors c'est quelqu'un qui était assez cartésien, hein, donc comme il le dit, l'expérience de canal qu'il a eue, ça a duré 8 jours et 8 nuits, où il a dû transcrire des informations qui lui ont été transmises par ce qu'il appelle la voix. Alors pour les auditeurs qui sont intéressés, il y a une vidéo sur YouTube qui s'appelle Encounter with the Voice, où il raconte justement cette expérience qui était assez traumatisante pour lui en fait. Ça n'a pas été quelque chose de joyeux et de révélateur au départ. Il n'a pas su trop que faire avec cette information. Finalement, il a commencé à l'utiliser et à en discuter avec ses proches, et il en a vu tout l'intérêt et surtout tout l'impact que pouvait avoir cet outil. Donc voilà, cet outil du design humain est né comme ça, donc un petit peu particulier quand même. Hein, c'est pas c'est pas courant. Cet outil, en fait, était empreint de plusieurs voix, c'est ça, mais qu'il ne connaissait pas spécialement, lui, au départ. Absolument. Ouais, absolument. Lui, en fait, il a juste transcrit, il a été un canal hein, pour cette information qui lui a été transmise. Et en fait, cette information, c'est vraiment une synthèse en fait hein, de différentes sagesses ancestrales comme l'astrologie, comme tu disais tout à l'heure, hein, les chakras, la kabbale, le I-Ching, et plus contemporaine, donc physique quantique, la génétique, la biochimie. Donc c'est une synthèse de tout ça, dont lui a reçu une information particulière de transmission, c'est-à-dire que avec des données de naissance, on arrive à avoir un schéma corporel. Donc ce schéma corporel, je pense que tu as donné l'information où les gens peuvent potentiellement visionner ce schéma corporel. Oui, on publiera à quoi ressemble un schéma corporel, puis on va revenir longuement dessus pendant l'interview. Hein, donc, Oui, évidemment. exactement. Oui. Donc, et ce schéma corporel, en fait, on va l'analyser. Et on va l'analyser pour donner aux gens, en fait, aux personnes qui sont intéressées, une meilleure connaissance de soi et de compréhension de soi, et surtout de ces modes de fonctionnement très précis. C'est vraiment
on appelle la science de la différenciation, c'est pas pour rien, c'est parce qu'elle donne justement des éléments uniques sur notre mode de fonctionnement. Mmh. Alors c'est un système assez logique et assez mécanique en fait. Il n'y a pas de, voilà, c'est pas basé sur des croyances ou quelques religions. C'est vraiment un système très logique et qui met en lumière notre énergie vitale, ce qui nous anime, mais aussi surtout nos conditionnements. Donc ça permet de nous libérer de nos conditionnements et donc de vivre en tant que soi finalement. Mmh. Ça reste effectivement un guide, un calque, hein, comme peut l'être un thème astrologique ou par exemple la voie de l'énéagramme dont on a parlé aussi dans ce podcast, Oui, qui sont des voies de connaissance de soi pour mieux. Alors je précise que ce n'est pas un système de prédiction de l'avenir, hein, pas du tout. non, Ça fonctionne pas comme ça et que l'école de référence c'est International Human Design School en Californie oui, et que c'est une voie qui existe depuis, tu disais, une trentaine d'années, hein, c'est ça? c'est ça. Il a commencé à faire les enseignements il y a à peu près une trentaine d'années. Ouais. Ouais. Lui, il est décédé maintenant. Il est décédé depuis 9 ans. Il est décédé en 2011. Donc, c'est plus possible de suivre ses enseignements. Il a aussi été très. En fait, il a voulu transmettre oralement ces enseignements-là, et il était un petit peu réticent à l'idée que différentes personnes ou ses étudiants puissent écrire des livres ou des ouvrages sur son enseignement. Il était vraiment très pointu sur le fait que l'enseignement était avant tout transmission orale. D'accord. Et pourtant, il existe des livres très précis sur le human design. Alors il y a un livre que moi je recommande, c'est le livre de référence du design humain, qui s'appelle justement le livre de référence du design humain, la science de la différenciation, et ça a été écrit par Linda Bunel, Mhm. avec l'autorisation justement de Ra. Et c'est vraiment le livre de référence. On le trouve aussi bien en français qu'en anglais. Très bien. Chez quel éditeur? Peut-être on mettra les références également. Ariane. Oui, chez Ariane Édition. Ok. Alors, ce qui est important aussi de préciser, c'est que le design humain n'est pas un cadre qui fige, hein, comme un système non évolutif, parce qu'on pourrait se dire, bah, finalement, il y a une forme de déterminisme, c'est-à-dire que bon, évidemment, on va passer en revue les différents types, hein, et du design humain, pour que chacun puisse voir un petit peu dans quel type il pourrait se trouver, plus précisément. Mais c'est tout à fait évolutif, hein. Alors pour moi, oui. Alors c'est vrai que c'est comme tout outil, il y a quand même un cadre, une structure. Euh, mais en fait, ce qui est intéressant avec le design humain, je trouve, c'est que c'est exactement l'inverse d'un système non évolutif. C'est-à-dire que euh, forcément, cette structure-là, c'est l'être, on va dire, qu'on peut être, ou qu'on dans sa perfection, ou alors euh, forcément, c'est ce vers quoi on va tendre. On Mhm. n'est pas ça. On n'est pas ce schéma. On représente pas ce schéma corporel. On n'est pas. Lorsqu'on est né, forcément, on est influencé par nos parents, principalement au départ. Ensuite, l'environnement proche. Donc, plus tard, les amis. Tout ça nous conditionne forcément, a un impact sur nous et peut potentiellement inhiber ou réprimer le véritable soi ou la personne qu'on peut devenir. Mhm. Et justement, le design humain met en évidence ce qu'on peut devenir, en mettant en lumière nos conditionnements, et en les mettant en lumière, forcément, on peut lâcher prise de ces conditionnements Mhm. et découvrir qui nous sommes véritablement. Mhm. Donc c'est très Alors, évolutif, voilà. c'est très évolutif. Alors, au design humain, il y a 4 types qui divisent l'humanité. Il y en a même un cinquième, tu vas en parler, qui sont l'expression de notre empreinte génétique un peu spécifique, hein, comme Oui, pourrait l'être finalement quelque part le groupe sanguin. tout à fait. C'est une Hein. empreinte génétique, absolument. Ouais. Alors, quels sont-ils, Cyril? Alors oui, en design humain, quand on fait l'analyse en fait du schéma corporel, on commence généralement par ce qu'on appelle les types. Et il y a 4 types, comme tu viens de le dire, principaux, qui sont les générateurs, les manifesteurs, les projecteurs et les réflecteurs. Et il y a une cinquième catégorie qui est un mix des générateurs et des manifesteurs et qu'on appelle donc les générateurs manifesteurs. Mhm. Alors ces 4 types sont divisés un peu inégalement, c'est-à-dire que les générateurs forment la plus grosse partie
euh, avec 70% de la population. Mhm. Les manifesteurs, eux, c'est à peu près 9% de la population. Les projecteurs représentent 20% et les réflecteurs un tout petit pourcentage qui est 1%. Donc ils sont pas nombreux. Euh, Oui, c'est un type hyper rare, donc. Très très rare. Moi j'ai eu la chance justement de suivre l'enseignement d'un réflecteur. C'est ouais, c'est un enseignement qui est très très particulier parce qu'en fait les réflecteurs n'ont ce qu'on appelle absolument aucune définition. Ce sont des miroirs en fait. Donc quand on est en contact avec un réflecteur, on a l'impression d'être devant un miroir. Voilà. Sachant que l'autre est toujours un miroir de nous-mêmes, quel que soit son type, d'une manière générale, mais là encore plus. Là encore plus, absolument. Ouais, C'est ouais, ça. ouais. Alors, est-ce qu'on peut passer en revue ces grands profils? Tiens, on va commencer par le tien, parce que je sais que tu es, si ça t'ennuie pas, je sais que tu es générateur. Oui, absolument. Hein, donc, les générateurs, tu disais 70% de la population à peu près. Absolument. Donc en fait, ce qui va être intéressant de savoir si on est générateur, manifesteur, projecteur ou réflecteur, c'est que cela va définir ce qu'on appelle une stratégie d'évolution dans notre environnement en fait. Donc pour le générateur, qui est un petit peu surnommé le bâtisseur un petit peu de l'humanité, hein, parce que ce sont Mhm. des personnes qui ont énormément d'énergie, qui ont beaucoup d'énergie à revendre, peuvent très endurants, peuvent s'atteler à un projet et l'amener à bien et jusqu'au bout, parce que ce sont justement des types qui sont très énergétiques. Euh, Leur stratégie à eux, c'est de répondre à leur environnement. Donc, c'est-à-dire que c'est pas forcément à eux d'initier euh, quelque chose, hein, ou un projet, ou une prise de décision. C'est plutôt répondre à leur environnement. C'est-à-dire que si quelqu'un vient vers eux et leur demande un événement, je sais pas, quelque chose de commun, un ami vient vous voir et vous demande est-ce que tu peux m'aider à déménager, le générateur en fait va être en position de répondre oui ou non selon l'énergie qu'il a à ce moment-là. Et donc c'est pas une réponse mentale, c'est pas du tout une réponse mentale, c'est plutôt une réponse même physique. Ça vient vraiment du ventre, ce qu'on appelle une réponse ventrale. C'est Oui. vraiment un ou un. C'est vraiment de cet Ah oui. ordre-là. Et lorsqu'on parle à un Ouais, générateur, c'est OK ou pas OK, quoi. C'est dans mes exactement, tripes, quoi. C'est gut feeling, quoi. exactement. C'est en fait le corps qui donne l'information de j'ai l'énergie pour faire ce que tu me demandes ou je ne l'ai pas. Mais il faut qu'ils soient quelque part, ils sont confrontés à l'environnement qui va quelque part leur poser une question, qu'elle soit directe ou indirecte, hein, parce qu'on a Absolument. aussi des questions indirectes, j'imagine, tous les jours dans notre vie, Ou ça peut du même, style, voilà, je me retrouve dans un environnement où il se passe telle situation et comment je réagis par rapport à cette situation. Voilà. comment mon corps réagit par rapport à cette situation en fait. Oui. C'est vraiment déconnecter le mental hein, dans ce cas-là. C'est pas une réponse mentale. C'est pas est-ce que je vais faire plaisir à l'autre. Il m'a dépanné l'autre jour, donc là on rentre dans un scénario mental qui n'est absolument pas correct pour le générateur. On est bien d'accord. Le générateur va vraiment avoir besoin de ressentir si il a l'énergie physique pour accomplir ce qui lui est demandé finalement. Tu veux dire que c'est comme ça qu'il fonctionne ou qu'il devrait fonctionner pour être bien avec lui-même? Qu'il devrait Que ce soit fonctionner clair. forcément. Il devrait fonctionner forcément. Ah ouais. D'accord, c'est ça. Mais son fonctionnement interne est comme ça. Donc Son beaucoup de fon- générateurs ne le font pas hein, forcément Mhm. parce il y a des conditionnements externes, comme je le disais tout de suite, qui font que Oui. voilà, on va plutôt prendre la décision avec notre mental et finalement peut-être se mettre en situation difficile, c'est-à-dire que le jour même, on peut se retrouver à aider pour le déménagement en se demandant mais pourquoi je suis venu quoi, j'ai pas du tout l'énergie pour faire ça aujourd'hui et finalement arriver à la fin de la journée et être complètement épuisé et pas satisfait. D'accord. Parce que pour le générateur, c'est son cadeau au monde, c'est ça, hein, c'est le travail qu'il apporte en fait, la masse de travail qu'il apporte, c'est son cadeau au monde et du coup, s'il a bien travaillé dans la journée, s'il a accompli des choses satisfaisantes, il va arriver le soir chez lui et être entièrement satisfait de sa journée et épuisé. En fait, il a besoin d'épuiser toute l'énergie disponible qu'il a dans la journée. Hmm. C'est comme s'il se levait le matin avec un espèce de quota d'énergie
et que à la fin de la journée, si ce quota d'énergie a été épuisé, comme tu le disais, bah, il est satisfait. Enfin, physiquement, il se sent satisfait, c'est ça? Absolument. Mais surtout de répondre à des choses qui lui conviennent aussi. Tu vois, c'est pas de s'embarquer dans n'importe quel projet à tout prix. Oui, S'il s'embarque dans un projet alors que tout son être, tout son corps lui dit non, et qu'il s'engage quand même par pression, ça va être plutôt l'inverse. Il va plutôt avoir moins d'énergie à la fin de la journée, d'accord, mais ça va être plutôt une sensation de frustration plutôt oui. que de satisfaction. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de caractéristiques chez le générateur? Parce qu'on parle quand même de 70%, donc là, dans celles et ceux qui nous écoutent, Oui, la ça veut dire majorité qu'il des y a, gens, oui. Oui. voilà, la majorité des gens est vraiment dans ce type. Alors d'autres un peu caractéristiques de ce générateur, comment est-ce qu'on les reconnaît pour se dire ah bah tiens ça c'est clair, ça c'est moi, ou ça c'est mon conjoint, ou ça c'est un tel que je connais dans mon cercle proche, voilà. Alors comme je disais, c'est vraiment la chose la plus remarquable, c'est leur capacité à faire. Donc c'est des gens qui ont une énergie débordante, absolument débordante. Ils sont toujours Donc actifs, ils sont toujours en train de faire quelque chose. Très difficile pour eux de rester assis à rien faire. ils tiennent pas en place quoi. Ils tiennent pas en place. Euh, une grande résistance, donc beaucoup d'endurance à l'effort. Euh, J'imagine que dans les sportifs on en retrouve beaucoup. Oui, évidemment. Alors, ce qui est intéressant, justement, c'est intéressant que tu dises ça parce que je me suis déjà posé la question, justement, chez les sportifs qui se blessaient euh, à répétition, hein, tu vois, la récurrence des blessures chez certains sportifs, et je me demandais justement si Hmm. c'était pas lié au fait qu'ils ne soient pas générateurs, qu'ils soient plutôt un type plutôt non énergétique, hein, comme le projecteur ou le réflecteur. Et du coup, pas cette capacité à être dans la résistance et l'endurance donc des blessures à répétition. Alors je sais bien qu'il n'y a pas que ça comme comme euh, Explication, ouais. explication forcément, hein, mais ça pourrait en être une. Ça pourrait en être une. Intéressant, Ouais, intéressant, explorant en tout cas, ouais. ouais. Et puis surtout le générateur a vraiment une aura enveloppante et chaleureuse. Ce sont des gens très chaleureux avec qui on a vraiment envie de passer du temps. Ils sont très Charismatique, on pourrait dire. charismatiques, ouais, ouais, Ouais. ouais. Ok, donc ça c'est sympa si on se reconnaît générateur. Alors attention, parce qu'après on va parler aussi des générateurs manifesteurs, et comme ils ont évidemment du générateur aussi en eux, ils peuvent se reconnaître dans ce type, mais ils sont pas complètement ça. Donc Oui, ne restez bien avec nous pour entendre ensuite le profil des générateurs manifesteurs, mais peut-être avant, on va parler d'abord des manifesteurs, si tu veux bien. oui. Alors les manifesteurs, c'est un petit peu l'inverse du générateur en termes d'aura. Euh, Donc quand je parle d'aura, c'est l'énergie qui se dégage de notre être, hein, finalement. Euh, donc pour le générateur, c'est une aura, comme je disais, enveloppante et chaleureuse, alors que pour le manifesteur, c'est plutôt l'inverse. C'est une aura qui est assez fermée et voire même repoussante. Donc on peut déjà reconnaître un manifesteur en ça quelque part. Si on rentre en contact avec quelqu'un et puis qu'on se dit oh là là, il y a pas une approche facile. On sent même plutôt une répulsion, on va dire, hein. Mhm. euh, on peut se douter que on a affaire à un manifesteur, hein. Euh, Par contre, les manifesteurs, 9% de la population, hein, on a dit, hein, ouais, là. 9% de la population, ouais, ouais. Alors ce sont des gens qui ont une capacité d'agir avec indépendance qui est énorme et d'entreprendre justement. Eux, ce sont les initiateurs, par contre. C'est eux qui vont initier des projets, qui vont initier l'action, qui vont influencer les autres à justement à démarrer un projet. Euh, Ce sont des personnes qui aiment la solitude, qui retrouvent qui retrouvent la paix dans le fait de créer ce qu'ils désirent. Ils ont beaucoup de difficultés à comprendre pourquoi les autres s'occupent de ce qu'ils font. Euh, Hmm. Encore moins pourquoi ces personnes voudraient leur résister ou les contrôler finalement. Euh, ouais, ils sont vraiment autosuffisants, indépendants, et ils ont tendance à considérer un peu les autres comme étranges, voire passéistes, un peu coincés. Euh, L'impression de devoir attendre que Oui. les autres arrivent à leur niveau aussi. Voilà, il y a une espèce de hauteur, de distance qui se fait, mais qui est Hmm. complètement naturelle. Hein, c'est pas du tout
En Oui, design c'est humain, vrai. faut qu'on s'entende bien. Il n'y a pas de bien et de mal. Il n'y a pas de, voilà, c'est pas du tout la notion. C'est qu'on a tous un rôle à jouer et ce rôle est différent selon les types que nous avons. Ils sont pas, de ce que j'entends, sont des personnes qui sont pas du tout influençables en fait. C'est-à-dire qu'ils suivent un peu c'est un capitaine de bateau quoi. C'est-à-dire qu'il suit Absolument. son truc et quelque part c'est lui qui décide. C'est cette personne qui décide. Ça vient de lui Oui, et ce n'est pas l'influence du monde qui va leur faire prendre des décisions. Voilà. c'est ça. Alors la difficulté avec ça, c'est que ils sont tellement là-dedans que finalement, des fois, ils oublient d'en informer les autres. C'est-à-dire que s'ils prennent une décision qui a un impact potentiellement sur les autres et Hmm. qu'ils ne les informent pas de ce changement de cette initiative qu'ils prennent, euh, les autres vont être un petit peu pris sur le qui-vive et du coup être dans la résistance quoi. Et c'est ça tout le challenge en fait du manifesteur, c'est d'informer les autres de leur prise de décision Oui. pour Parce éviter qu'effectivement, justement. Ouais, ouais, un manifesteur qui vivra avec un générateur, c'est pas forcément évident parce qu'il déroule lui son truc et le générateur qui lui a besoin d'avoir cette information, il l'a pas forcément. exactement. Ouais, tout à fait. Et c'est pour fluidifier encore une fois les relations et la communication entre les êtres, c'est vraiment le challenge du manifesteur, c'est ça, c'est d'informer tout simplement. Hmm. Parfait. Alors, de toute façon, on y reviendra puisqu'on va parler, je l'ai dit, des générateurs manifesteurs. Les projecteurs, qui sont quand même plus nombreux, 20% de la population, leur cadeau au monde serait de comprendre et d'être un guide pour les autres. C'est Alors exactement ça. moi, j'en ai une comme ça dans mon entourage. D'accord. Eh oui, 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 oui. Euh, Une de mes filles, voilà. c'est ça. Alors oui, les projecteurs, en effet. Alors là, on va dans les êtres qu'on appelle non énergétiques, c'est-à-dire qui n'ont pas une énergie débordante comme peuvent l'avoir les générateurs. Le manifesteur a une certaine énergie, mais qui est pas forcément motrice, on va dire, alors que le générateur, c'est constant. Le projecteur et le réflecteur, ce sont des êtres non énergétiques, donc qui n'ont pas l'énergie débordante, qui n'ont pas la capacité de faire et de maintenir un projet comme peuvent le faire les générateurs, mais c'est pas leur rôle de toute façon. Leur rôle à eux, comme tu le dis, c'est vraiment de d'apporter de la lumière, de guider les autres lorsqu'ils rencontrent un obstacle. Donc, cas classique, hein, on peut dire un manifesteur arrive, initie un projet, le générateur répond, dit oui, ok, moi je suis partant, donc exécute ce projet, rencontre un obstacle. Là, le projecteur, bah, ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein, rentre en jeu et met la lumière sur la difficulté de l'obstacle et trouve une solution à partager avec le générateur qui va le faire avancer à nouveau. Parfait. Là, c'est la triade impeccable. Voilà, exactement. Mm. Chacun est dans son rôle quelque Tout à part. fait, ouais, mais c'est ça, hein, En collaboratif, tout oui. à fait, exactement. C'est vraiment pour fluidifier les échanges et que chacun soit à sa place et bien à sa place. Et là, du coup, les échanges sont beaucoup plus fluides et les choses se font beaucoup plus naturellement. Donc c'est ça, hein, ce sont des guides pour les autres. Ce sont de très bons diplomates. Euh, Ce sont des personnes qui cherchent, bah, justement, qui cherchent beaucoup de d'outils ou de systèmes qui les aident à comprendre, qui leur aident à comprendre les autres justement. Donc ça, ce genre d'outils peut les intéresser. On retrouve par exemple quel type de profil, tiens, dans les métiers chez les projecteurs, des thérapeutes justement, potentiellement. Potentiellement thérapeutes, oui. Comme je viens de le dire, hein, des diplomates. Donc ça Oui. peut être des médiateurs, des gens qui sont là pour apaiser un petit peu les conflits qu'il peut y avoir. Hein. Donc Mhm. ça peut être aussi de très bons conseillers dans différentes métiers. Dans une entreprise, ça peut être des gens qui peuvent me voilà guider pour mettre à bien un projet particulier, parce qu'ils peuvent mettre justement en évidence des obstacles ou des choses qui peuvent freiner le projet. Il faut qu'ils soient initiés pour justement remplir ce rôle de projecteur, ou est-ce qu'ils y vont d'eux-mêmes, ils donnent conseil comme ça facilement. Alors très bonne question. En fait, leur stratégie à eux, c'est d'attendre d'être invités pour partager ce qu'ils ont à partager.
C'est-à-dire que s'ils arrivent au milieu d'une réunion, ils entendent deux ou trois choses qui les fait réagir et qu'ils balancent ce qu'ils ont à partager sans en être invités, on peut imaginer qu'il y aura une résistance de la part des autres. Mais on t'a rien demandé en fait. Qu'est-ce que tu nous racontes là? Voilà. Alors que s'il est reconnu pour ses qualités justement et qu'il est invité à les partager, là, ça va être beaucoup plus fluide. Et du coup, il va être compris, il va être accepté, et ce qu'il a à partager aura beaucoup plus d'impact. Forcément, quand Mmh. quelqu'un est demandant, euh, il est forcément beaucoup plus à l'écoute de ce qu'il y a à changer ou à améliorer que Mmh. quelqu'un qui ne demande rien. Bien sûr. Donc c'est vrai que quand tu donnais cet exemple de la diplomatie, on va demander à un diplomate ou à un thérapeute ou à un coach de répondre à sa problématique. Donc là, il y a clairement une demande. Donc là, Exactement, dans un cas comme ça, c'est parfait. exactement. Ouais. Mhm. Très bien. Ou dans un rôle où il est déjà en position de leader, où on va venir lui demander la réponse. C'est ça. On reconnaît ses qualités, Mhm. hein, on reconnaît ses connaissances. Du coup, on l'invite à partager ses connaissances et ses qualités. D'accord. Donc là, c'était quand même 20% de la population. Oui. Est-ce que sur le réflecteur, sur le projecteur, on a fait un petit peu le tour ou tu voulais ajouter autre chose, Cyril? Bah écoute, non. Alors après, on peut parler aussi de l'énergie qu'il dégage. Hein. Le projecteur, en Oui, général, oui. c'est ce qu'on appelle une énergie, enfin une aura concentrée et absorbante. Donc, ce sont des gens en fait qui vont scanner leur environnement et qui vont scanner les gens. Ils vont avoir très vite une très bonne idée de d'où en est la personne dans sa vie à ce moment-là et l'environnement aussi dans lequel ils sont. Euh, c'est vraiment des scanners en fait. Hein. Ils ont cette Ouais, ils ont une capacité-là. vision macro et micro tout de suite des enjeux, Oui, tout à hein, fait. chez l'autre et dans le collectif aussi. Absolument. Oui. Ouais. Ouais, 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 ouais. Bah, c'est leur qualité, c'est ça, hein, c'est de reconnaître les talents et les dons des autres et de les rassembler en fait. Hmm. Excellent. Alors, les réflecteurs, 1% de la population, ce type rare que toi tu as rencontré chez ton formateur, Oui. Dirk, euh, je crois qu'il y a une célébrité qui était réflecteur. Est-ce qu'on peut le dire? Est-ce qu'on peut donner par exemple un profil de quelqu'un de célèbre ou c'est pas forcément utile? Oh, écoute, on peut s'amuser à ça si tu veux. Hein. Oui. Alors, par contre, en réflecteur, forcément, il y en a moins. Donc, des connus, il y a Richard Burton, Mhm. Sandra Bullock, Mhm. H.G. Wells aussi, Yul Brynner. Voilà, c'est des gens qui étaient des réflecteurs. Hmm. Euh, Bon, je sais pas si ça en dit trop. Moi, je connais pas personnellement ces personnes, donc je peux Non? pas vraiment commenter sur si c'est vraiment pertinent pour eux ou pas. Mais voilà, c'était juste pour donner une idée de Bon, comme ils sont plus réflecteurs. rares, c'était peut-être amusant, voilà, de juste de donner quelques noms. Oui, ouais, ouais, voilà. Effectivement. Alors oui, parce qu'en fait, les réflecteurs sont donc comme je le disais, hein, ce sont des miroirs en fait. En design humain, on dit qu'ils n'ont pas de définition. Donc quand on regarde un schéma corporel, on voit des zones qui sont colorées. Chez eux, il y a aucune des formes sur le schéma corporel n'est colorée. Donc, ils n'ont pas d'énergie vitale entre guillemets qui anime différentes parties de leur être. Donc, en fait, ce sont des miroirs. En contact avec les autres, ce sont des miroirs. Donc, ils sont constamment en train d'échantillonner les autres. Voilà, Hmm. ils ont une aura qu'on appelle échantillonnante en fait. Ils ont cette capacité à vraiment, par contre, avoir une vision très précise d'où en est l'autre, mais vraiment dans le détail. Là, on n'est plus projecteur qui a une vue un peu plus d'ensemble, on va dire. Là, le réflecteur, c'est très précis. Il a vraiment une idée très précise d'où en est la personne, où en est la personne dans sa vie actuellement, et, euh, et donc une capacité à refléter justement les dysfonctionnements de cette personne potentielle, hein, Mhm. et donc de l'aider au mieux. De dire, bah voilà, là, moi, je sens qu'il y a ça qui va pas chez toi maintenant. Je pense que c'est là-dessus que tu peux travailler. Voilà, moi, en contact avec lui, ça a été assez pertinent parce que c'est tout de suite mes dysfonctionnements sont mis en évidence finalement, et mes conditionnements sont mis en évidence. Donc, Mhm.
Là, il n'y a pas d'échappatoire, quoi. Ouais, mais c'est intéressant. Et comment ils se comportent ces gens-là au quotidien du coup, comme ils n'ont pas leur schéma n'est pas défini, leur Ouais, centre, c'est aucun compliqué centre. pour eux, hein. C'est très compliqué. Ils peuvent pas passer trop de temps avec les autres en fait, sinon ils sont complètement conditionnés. Ils sont Euh, absorbés quoi. oui, oui, tout à fait, ouais, ouais, tout à fait. Et puis aussi euh, c'est épuisant. C'est épuisant parce que c'est échantillonner les autres est finalement très drainant, hein, énergétiquement. Surtout que ce sont pas des êtres énergétiques à la base, donc ils ont besoin de passer beaucoup de temps seuls. Ce sont des gens donc qui répondent énormément à l'action de la Lune. Pour eux, en fait, la stratégie, c'est d'attendre un cycle lunaire avant de prendre des décisions. Donc, ça peut être très long. Ça peut prendre un mois pour eux avant d'avoir une décision claire par rapport Mmh. à des choses importantes. Hein. On parle pas juste par exemple, de ce que tu vas manger ce midi, mais de grandes décisions pour eux à prendre dans leur vie. C'est vraiment, Mmh. ça prend du temps. Voilà, ça peut prendre tout un cycle lunaire. D'accord. Euh, Donc c'est bien de le savoir parce que comme c'est un type qui est rare et particulier, c'est vrai que si vous connaissez ou si vous vous reconnaissez dans ce type-là, bah, c'est bien de le savoir pour apprendre peut-être un peu mieux comment composer avec ce type finalement. Absolument, ouais, absolument. Et surtout voilà, de respecter leur espace parce qu'ils ressentent tout, ils amplifient tout en fait. Hein. Ils amplifient absolument tout et ils reflètent Mmh. tout. Euh, donc oui, c'est très intéressant, mais pour eux épuisant. Ouais, et plus atypique. Et plus atypique. Oui, ouais, ouais. Dans le type de métier, justement, réflecteur, bah, c'est bien d'être, de penser, d'être de son côté, tu disais, donc d'être plutôt indépendant, autonome. Oui, pareil, hein, indépendant, autonome. Passer beaucoup de temps seul, ça c'est important. Euh, Alors après, dans les métiers, ouais, c'est délicat. Hein. Je sais que Dirk a été pendant très longtemps à travailler avec euh, dans le domaine humanitaire, Mmh. donc justement dans des zones ou des régions où il y avait besoin d'apporter un peu plus d'humanité, on va dire, Oui. parce que justement ils ont cette sensibilité-là aussi. Hein. Ils ont cette sensibilité d'injustice quelque part. Ouais, empathie, compassion, Ouais, ouais, ouais. forcément. Mmh. Et donc leur rôle, c'est un petit peu d'essayer d'apaiser les choses, de trouver des solutions pour rendre les choses plus paisibles. Ouais. Mmh. Mm. Et puis notre cinquième type, qui n'est pas dans les quatre grands profils de départ, enfin dans les quatre, pardon, types de départ, et mais qui est quand même un cinquième. Oui, Pourquoi en fait? Pourquoi oui. ce type à part, générateur manifesteur? Alors c'est une bonne question, mais je n'ai pas vraiment la réponse. C'est juste un type qui fait partie intégrante des types que l'on peut retrouver, hein, comme les générateurs Ouais, qui est mixte, manifesteurs. hein, Mais voilà. c'est un mixte, voilà. C'est un mixte des générateurs et des manifesteurs. Euh, Générateurs manifesteurs, en fait, sont surtout et avant tout des générateurs. Voilà. Malheureusement pour beaucoup d'entre eux, ils pensent ou ils agissent souvent comme des manifesteurs. Et c'est ce qui peut les mener à des certaines difficultés. Alors leur particularité, hein, c'est que ils peuvent mettre en action très rapidement des projets, des initiatives. Euh, ils voient les différentes étapes à accomplir très rapidement aussi dans ce projet et ils peuvent les réaliser beaucoup plus vite que la majorité des autres types. Euh, Par contre, le danger avec ça, c'est qu'ils ont tendance à parfois brûler les étapes. C'est-à-dire que dans la rapidité de l'action, ils oublient des petits détails ou des choses qui peuvent avoir leur importance. Donc du coup, ça leur fait revenir sur leurs pas et ils doivent réaliser à nouveau cette étape qui a été manquée un petit peu. Donc ça peut créer beaucoup de frustration. Je Mmh. pense que voilà, le générateur manifesteur peut se reconnaître dans ça, c'est-à-dire que avoir tendance à brûler des étapes et à devoir revenir justement sur des choses qu'ils ont un petit peu qu'ils ont passé rapidement et du coup un petit peu raté, revenir dessus et donc expérimenter la frustration. Ça c'est ils ont une grande impatience en fait. C'est pour ça qu'ils vont très vite. Hein. Comme ils voient tout très vite et très rapidement, euh, ouais, il y a une grande impatience qui est présente.
Donc avant tout pour eux, c'est vraiment de ralentir. Il y a vraiment, il y a, il y a- il y a vraiment cette notion-là, quoi, hein. Ouais, il faut vraiment Tiens, ralentir. c'est marrant, je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Non, mais je m'en doute. Voilà, donc c'est vrai que en fait, ce qui est génial dans ce profil, c'est qu'il y a cette capacité à initier et en plus à faire, hein. Oui, absolument. C'est Donc fabuleux. c'est non seulement je peux le créer, mais en plus je peux le mettre en œuvre. Oui, Mais attention, dans cette possibilité un peu de tout faire, de pas forcément prendre tout ce qui se présente aussi. oui, oui, oui. De passer à côté des choses finalement, hein, de passer à côté de qui peuvent paraître des détails au départ, mais qui finalement Mm. ont leur importance. Ouais. Donc c'est important pour eux de voilà de vraiment ralentir. Mais c'est leur gros challenge. C'est très difficile pour eux de ralentir. Alors si on parlait de générateur tout à l'heure très actif, alors là le générateur manifesteur c'est puissance 10 quoi. C'est 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 bip bip là, Speedy Gonzales quoi. Ouais, et la Ok. grosse différence entre le générateur par contre et le générateur manifesteur, c'est que le générateur, une fois qu'il est engagé dans un projet, même si c'est pas le bon, il va aller jusqu'au bout. Il va aller jusqu'au bout des choses. Il a beaucoup de mal à, à faire machine arrière ou à s'arrêter dans un projet. À Alors que faire volte-face quoi. Mhm. exactement, alors que le générateur manifesteur, lui, a cette possibilité-là justement. Énergétiquement, il peut dire à un moment donné, bah non, ça me convient plus, j'arrête. Voilà, je fais autre Mm. chose. Et puis c'est aussi des personnes qui ont besoin d'aller au lit avant d'être complètement épuisées par rapport au générateur qui lui peut aller se coucher épuisé. Le générateur manifesteur, ils doivent aller au lit avant d'être épuisés en fait. Et ils peuvent par contre continuer à travailler au lit, hein, c'est-à-dire ils peuvent lire, regarder la télé ou faire autre chose jusqu'à ce que finalement, petit à petit, l'énergie s'épuise et ils s'endorment. Ils peuvent même s'endormir avec, voilà, c'est souvent des gens qui s'endorment avec le livre sur les, sur eux ou Mm. c'est ça. La lumière s'éteint progressivement. C'est ça, d'accord. Alors là, comme avec les autres types, on a dépassé nos pourcentages. Les générateurs manifesteurs, ils sont nombreux puisqu'ils appartiennent aux deux. Alors en fait, ils font partie du groupe des générateurs, hein, donc Oui, qui est 70% de la population. Et dans ce groupe-là, donc il y a les générateurs qui font à peu près 35% et les générateurs manifesteurs qui en font 35 autres pourcents. Voilà. d'accord. Donc ils font partie du groupe des générateurs. Et dans ce groupe-là, donc il y a le sous-groupe générateur manifesteur qui fait partie enfin, dont 35% de la population en est la représentation. Voilà. D'accord. Donc là, on peut imaginer qu'on retrouve quand même de grands leaders parce que non seulement ils initient les idées, mais ils les mettent en œuvre dans les types Absolument. de métiers, Ouais, puisqu'on ouais. était un peu là-dedans tout à l'heure. Tout à fait. Ouais, oui. Absolument. Là, j'ai pas d'exemple précis hein, à te donner Non, non, mais bon, voilà, on voit le de type de profil. Est-ce personnalité, hein, que, mais oui, oui, ce sont vraiment des. Là, on parle vraiment de, comme tu disais tout à l'heure, hein, d'initiateurs, mais en plus de gens qui sont capables de faire aussi hein, et d'être endurants. Donc, des hmm. leaders, absolument. Ouais. Autre chose à rajouter sur ce profil ou après on rentre un petit peu dans le détail. Alors on va pas rentrer dans la technique effectivement des différents centres, hein, parce qu'après ça c'est aussi le travail de l'accompagnement, de la cartographie du thème d'un design humain. Comment on dit d'ailleurs? On dit un thème, une cartographie, Alors, on parle de schéma corporel. de schéma corporel, Ouais, c'est ça. ouais. Quand on approfondit lors d'une séance ou d'une consultation On avec toi analyse le par schéma exemple, corporel, oui. voilà. Donc alors est-ce que tu as fini sur les générateurs manifesteurs ou tu Oui, voulais écoute. ajouter autre chose? Non, non, écoute, On a fait le c'est. tour, Je pense qu'on a fait le tour. il me semble. Alors ensuite, dans ces types, on peut définir effectivement des profils plus précis et des autorités intérieures. Alors je sais pas si ça vaut le coup qu'on rentre dans chacun, on va pas rentrer dedans, mais ça permet d'affiner chaque type, hein, parce qu'évidemment là on a défini ces 5 grands types. Oui, Évidemment qu'après chaque personne a des particularités qui vont permettre d'affiner et même d'aller très très loin en design humain sur notre fonctionnement. Est-ce que tu pourrais donner, par exemple, euh, peut-être dans ces schémas, quelques exemples, par exemple ton profil, si tu as envie, oui. de type de fonctionnement. Ça serait assez parlant, je pense. Alors oui, il y a plusieurs choses dans ce que tu viens de dire. C'est Mm. que donc chaque type, hein, de ce qu'on vient de dire, chaque type, donc les types, ce sont les manifesteurs, générateurs, projecteurs, Oui. réflecteurs, euh, déterminent une stratégie. Hein, et la stratégie, c'est la façon dont ils vont interagir avec leur environnement. Donc pour le générateur, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est répondre à son environnement. Pour le projecteur, ça va être d'attendre l'invitation. Donc voilà, Mhm. ça détermine une stratégie. Ensuite,
dans la prise de décision, on va avoir ce qu'on appelle l'autorité. Donc notre autorité intérieure va définir la façon dont on va prendre les décisions, ou les décisions qui vont être correctes pour nous. Alors je m'explique. Pour, par exemple, un générateur qui a une autorité intérieure émotionnelle, c'est son autorité émotionnelle qui va définir la façon dont il va prendre une décision. Donc pour une autorité émotionnelle, on a ce que l'on appelle une vague émotionnelle. Lorsqu'on a des émotions constantes qui montent et qui descendent, voilà, ça forme ce qu'on appelle des vagues qui vont être constantes et tout le temps présentes. Donc on va passer Comme du s'il haut était au un peu, bas. entre guillemets, lui spécifiquement, si je reformule, un peu dirigé par ses émotions. Enfin, dirigé. C'est très Alors important. on peut Les l'être, émotions sont très importantes. on peut Voilà. l'être, on peut être Mhm. dirigé par ses émotions si on les laisse nous envahir et nous submerger. On peut agir sur ces émotions-là. Oui, absolument. Oui, oui. Mhm. C'est-à-dire que c'est une énergie, qui est constante chez cette personne-là. Voilà. Voilà. Elle Dans ne son pourra pas s'en design, échapper. voilà, ces émotions qui sont comme ça fluctuantes Tout à sont fait. très importantes. Oui. Tout à fait. Et vont déterminer la façon dont cette personne va prendre des décisions. C'est-à-dire que si elle prend des décisions dans l'instant présent, elle n'aura qu'une partie finalement de la vérité. Elle n'aura pas ce qu'on peut appeler toute la vérité sur l'événement. Par exemple, si elle arrive devant, je sais pas, elle a un projet d'acheter une maison, elle se retrouve devant une maison, elle a un gros coup de cœur, donc une réaction émotionnelle très vive et très très enthousiasmante. Euh, Si elle s'arrête à ça, oui, elle va aller acheter la maison et finalement va peut-être se rendre compte qu'elle a oublié certaines choses, qu'elle a passé à côté de certaines choses. Alors que si elle Mhm. laisse faire sa vague, elle va se rendre compte justement qu'il y a des aspects de la maison qui sont moins bien. Donc avoir une vue plus globale et avoir et à attendre surtout le moment où il y aura plus de clarté, les émotions seront un petit peu plus neutres et il y aura une forme de clarté par rapport à la prise de décision. Mhm. Donc ça, c'est une autorité intérieure émotionnelle. Par exemple, un autre Absolument. type, type ego, quelqu'un qui serait plus dans une définition avec l'ego en highlights, on pourrait dire, enfin en tout cas important pour lui. Euh, alors là, c'est autre chose. En plus, en termes de hiérarchie, l'ego, c'est vraiment le dernier thème hein, en termes de prise de décision. Euh, Moi, je préfère parler principalement des, parce que là, on peut perdre un peu les gens, je pense. On va plutôt parler du sacral, l'autorité sacrale pour le Oui, très bien. générateur. C'est, euh, c'est par contre une réponse très claire dans le moment. C'est-à-dire que ça va être oui, non ou je ne sais pas. Et c'est ok de ne pas savoir aussi. Hein. Si on n'a pas la réponse immédiate, faut pas se sentir forcé à donner absolument une réponse oui ou non. C'est là où peut être Mhm. le danger justement. Mais pour l'autorité sacrale, c'est ça. C'est qu'ils ont dans l'instant présent la possibilité de dire oui ou non. Et c'est vraiment une réponse, comme on disait tout à l'heure, hein, c'est une réponse physique, ventrale. C'est ou c'est vraiment Ouais. de l'ordre du son presque. C'est même Mhm. pas pour les générateurs manifesteurs, cette autorité sacrale va être même dans le sens du mouvement. C'est-à-dire que si on leur demande est-ce que tu veux venir faire une randonnée, si le corps a l'énergie pour le faire, ils vont déjà être à la porte, voilà, et prêts à partir. C'est dans le mouvement en fait. Pour le générateur, c'est plus dans le son, voilà, dans une réponse presque gutturale, quoi. C'est Mhm. Il entend ça. voilà, c'est ça exactement. Et donc là, pour eux, c'est correct. Donc l'autorité sacrale leur permet d'avoir la réponse dans l'instant présent. Oui, non, et c'est ok aussi de dire je ne sais pas, j'ai pas la réponse tout de suite. Et si ça doit se faire, l'occasion se représentera pour eux de pouvoir répondre à nouveau oui ou non, ou encore D'accord. peut-être je ne sais pas. Après, on peut parler aussi de l'autorité de la rate. L'autorité de la rate, c'est encore plus précis que ça, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont la réponse immédiate, mais c'est plus intuitif et beaucoup plus subtil. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'ils soient à l'écoute de leur corps dans son entier, parce que c'est tous les sens qui sont en éveil et qui leur donnent des indices sur l'environnement, si c'est un bon environnement pour eux, si la personne avec qui ils communiquent est une personne qui est bonne pour eux ou qui est potentiellement productive ou fertile dans l'échange. Donc pour eux, c'est vraiment ça, c'est être attune
à leur à ce que leur corps leur transmet en termes de sens. Voilà, je sais pas Mmh. si c'est assez clair, euh, mais c'est vraiment ça. C'est très subtil en fait, mais c'est vraiment basé sur l'intuition dans le moment présent. Ils ont la vérité dans l'instant présent. Alors la vérité dans l'instant Mmh. présent ne veut pas dire qu'elle est vraie justement 2 ou 3 heures après. Hein. Ça peut changer très vite chez eux. D'accord. Ouais. Alors justement, toute cette analyse du schéma corporel qui donne ces outils pour comprendre la stratégie de notre type, en écoutant justement l'autorité intérieure, ça donne accès à notre chemin de vie. Et donc c'est ça qu'on étudie dans une consultation en Human Design, c'est vraiment pouvoir accompagner les personnes à mieux se connaître. Absolument. Pour moi, l'outil du design humain, en fait, ça donne vraiment la possibilité de découvrir notre être authentique afin de comprendre et d'accepter qui nous sommes. Mhm. Ça va vraiment très précisément dans nos modes de fonctionnement. On se reconnaît. Enfin, moi, je me suis reconnu quand je suis rentré en contact avec cet outil. Je me suis vraiment reconnu dans ce qui m'était dit. Euh, on peut vraiment laisser tomber certains conditionnements. Alors, je dis pas que c'est miraculeux, hein, ça arrive pas du jour au lendemain. C'est toujours pareil, ça ne reste qu'un outil, c'est à nous de l'expérimenter, c'est à nous de l'essayer, de le mettre en pratique. Ça, c'est quelque chose que Ra, justement, le fondateur de cet outil, a vraiment mis en avant, c'est que ça ne sert strictement à rien, donc ça peut être juste une gymnastique mentale si on le laisse à ça, mais faut l'expérimenter, faut vraiment expérimenter avec. Voilà, c'est tout ce que je peux mettre Oui. en avant sur cet outil, c'est que il y a beaucoup d'informations, il y a énormément d'informations, mais après, il faut essayer de lâcher cette information et mettre en pratique et expérimenter avec les informations qui Mhm. nous ont été données, quoi. Il y a Ouais, que c'est là pour qu'on ça peut que voir si ça fonctionne pour nous ou pas. ouais, et puis le thérapeute est là pour guider sur les informations aussi les plus importantes au départ, Absolument, j'imagine. absolument. Toi, ça t'a vraiment changé les choses dans ta vie de tous les jours, dans ta vie de couple aussi, dans le travail, parce que c'est un outil qui est également utilisé aujourd'hui en entreprise, dans la vie de famille, pour mieux comprendre les différents membres aussi de la famille. Tout à fait. En fait, c'est ça, hein, le but du design humain, c'est donc, comme on vient de le dire, c'est forcément d'avoir une meilleure connaissance de soi. Et quand on a une meilleure connaissance de soi, on peut relâcher finalement certains conditionnements qui nous amènent à potentiellement des relations conflictuelles. Hein. Euh, ça fluidifie finalement l'échange avec l'autre. Donc, dans un milieu familial, c'est énorme. Pour moi, ça m'a permis justement de mieux comprendre ma partenaire, de mieux comprendre mes enfants, et donc de les accompagner au mieux, et aussi d'avoir des échanges beaucoup plus productifs et fertiles plutôt que des échanges conflictuels qui n'amènent à rien, ou juste à la friction Oui. et à l'isolement finalement, Mhm. à la rancœur. Hein. Donc oui, ça fluidifie les échanges. Pour moi, ça c'est arrivé à un moment dans ma vie justement où je tournais un petit peu en rond avec mes émotions. Je suis émotionnellement défini, ce qu'on appelle défini, donc je porte l'énergie émotionnelle constamment en moi, et donc j'ai ces vagues qui montent et qui descendent. Alors forcément, j'essayais d'interpréter ces sautes d'humeur, on peut appeler, hein, au quotidien, c'est-à-dire que je pouvais me sentir plutôt mélancolique et triste, sans avoir de raison particulière ce jour-là. C'est-à-dire qu'au contraire, dans ma vie, tout était plutôt positif et plutôt joyeux, mais Mhm. émotionnellement, plutôt se sentir triste. Donc il n'y avait pas de corrélation finalement entre ce que je vivais dans l'instant présent émotionnellement et ce qui se passait dans ma vie en termes plus général de professionnellement ou même dans mon couple. Hein. Oui. Euh, donc c'était assez perturbateur parce que forcément, en essayant et en cherchant d'analyser pourquoi, je ne trouvais jamais la réponse. Et en fait, quand j'ai compris que j'avais pas la vérité dans l'instant présent avec l'énergie émotionnelle, bah, c'est finalement d'accepter cette vague pour ce qu'elle est, d'accepter l'émotion que je ressentais, de la laisser me traverser, mais de pas forcément m'identifier à juste cette émotion-là, euh, et de laisser la journée, voilà, passer avec les émotions qui me traversent, sans forcément essayer de les analyser à ce moment-là, et d'avoir justement la confiance qu'à un moment donné, il y aura une forme de clarté. Et Mhm. cette forme de clarté est très précieuse. Ça, c'est quand ces moments-là arrivent, euh, c'est vraiment des moments qu'il faut chérir parce que la clarté n'est n'est pas tout le temps présente.
Ouais. autant on veut alors justement, c'est là où on peut tomber justement dans les addictions, hein. On peut vite tomber dans des choses qui on pense peuvent nous maintenir dans cet état de d'élation ou de voire même de d'hystérie, hein. Oui. Mais c'est un leurre finalement. Toutes ces addictions, C'est intéressant de le savoir. ouais, toutes ces addictions finalement ne nous maintiennent pas dans cet état de délation. Au contraire, c'est même vont même amplifier les états plutôt bas et dépressifs aussi. Donc peuvent potentiellement augmenter et amplifier nos états d'âme, quoi. Donc quand Mmh. c'est joyeux, c'est chouette, mais quand c'est pas joyeux, c'est encore plus profond. Parfait. Bah, écoute, c'est absolument passionnant. Cyril Touffet, merci infiniment pour ce temps, passé avec nous et cette exploration du design humain. Alors je rappelle que tu exerces comme ostéopathe, hein, dans le Pays basque. Tu es près de quelle ville, dans le Pays basque? C'est large? Alors je suis sur Anglette, qui est très Oui, proche de Bayonne et de Biarritz, hein. C'est parfait. une agglomération qui comprend ces trois communes. Mmh. Voilà. Voilà, donc ça, c'est pour du direct. Alors, tu fais aussi des consultations de human design en direct, mais aussi, tu réalises des thèmes par Zoom ou par Skype ou par tout type de moyens Internet à distance. Tu es bilingue aussi, donc tu les fais également en anglais. Absolument. Alors, c'est vraiment un très joli cadeau essentiel à offrir ou à s'offrir pour avancer dans la connaissance de soi et son chemin de vie sur le plan émotionnel, psychologique et énergétique. On l'a bien compris. Je peux que recommander vivement de tester ou en tout cas de faire des séances pour explorer cette voie qui est aussi très systémique, hein, puisqu'on parlait de la famille, de l'entreprise. Moi-même ayant exploré cette voie personnellement. Voilà, merci beaucoup Cyril Touffet. Ben écoute, merci Anne de m'avoir donné ce temps pour expliquer justement et pour mettre en avant cet outil. Alors Avec plaisir. pour moi, la raison de vie sur cette planète, c'est vraiment de mieux vivre avec soi-même et avec les autres. Et d'ailleurs, je voulais prendre cette opportunité pour te remercier parce que ton travail justement apporte des outils vastes et variés. Avec ton podcast, tu apportes tous ces outils-là qui amènent potentiellement justement une prise de conscience sur soi et sur son environnement. Donc merci à toi de participer à l'éveil de l'humanité. Merci beaucoup Cyril. Alors on peut te retrouver sur ta page Facebook Design Humain pour soit prendre un rendez-vous, soit avoir plus d'informations sur le design humain. On publiera aussi les schémas corporels dont on a parlé. Et puis par mail, ostéotouffet avec 2 F @gmail.com. Et on peut retrouver évidemment toutes ces informations sur les différentes plateformes de podcast. Bonne journée à toutes et à tous. Merci. Merci, au revoir. Merci de nous avoir écoutés. Découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur le compte Instagram Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Métamorphose, le podcast qui éveille les consciences.